moi, on est un peu la dernière génération où on a encore cette connexion entre la ruralité et l'urbain. Et ben on a créé une déconnexion de manière un peu artificielle parce que c'est vraiment l'organisation de l'information qui a voulu cette déconnexion-là. On est plutôt dans une organisation aujourd'hui autour de la profusion des denrées alimentaires, avec une économie mondialisée, et des gens qui préfèrent dépenser 1 000 € dans un iPhone que d'augmenter de 50 € par semaine leur panier alimentaire. Mais comment on communique aujourd'hui de façon efficace et on fait accepter finalement que la vérité c'est du long terme, c'est de la nuance, c'est de la construction, et comment on navigue entre ceux qui vont être des pro-bio et à l'autre côté du spectre, c'est des gens qui sont vraiment anti-bio, qui pour eux, par exemple, le bio va être une antithèse de la modernité. On a arrêté le service militaire, mais on devrait faire un service agricole ou artisanal obligatoire. C'est génial. Si je vais récolter des salades, ou si je vais construire une table ou une chaise, ou si je fais de la maçonnerie, même en vivant en ville, si je l'ai fait pendant 1 an ou 2 ans, je ressors de là grandi, parce que la confrontation à la matière et au réel amène de l'humilité, amène de la compréhension du moyen et du long terme, amène le goût de l'effort, la compréhension de la nécessité de l'effort et de la constance. Alors bonjour à tous, on se retrouve de nouveau, on va reprendre petit à petit les épisodes Caring Biosphere. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir parler d'un sujet, en tout cas moi qui me tient à cœur, qui est la communication autour de l'agriculture. On a depuis longtemps aujourd'hui, et les agriculteurs peuvent être en souffrance vis-à-vis de ce sujet, c'est l'avis de l'agriculture qu'a le grand public, comment l'agriculture est communiquée envers le grand public. C'est un métier difficile, c'est un métier où les gens sont investis souvent de passion, et c'est vrai que cette tendance qui a parfois peut être intense selon les moments d'agribashing, autour des pollutions liées à l'agriculture, autour de tout un tas de sujets, peuvent peser sur le paysan, mais aussi sur ceux qui encadrent et qui travaillent avec les agriculteurs. Le réel, c'est souvent des nuances, et parfois, dans les médias, on peut avoir des prismes un peu polarisants, qui ont souvent une cause réelle, mais qui viennent cristalliser les avis autour souvent d'avis négatifs. Et donc, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir avoir un intervenant qui a beaucoup d'expérience autour des sujets de la communication, à la fois sur l'environnement et sur l'agriculture. Et donc, on va pouvoir défricher un peu ce sujet, peut-être le déconstruire ou le construire, mais en tous les cas, se poser la question de comment on communique bien autour de l'agriculture, du pourquoi il y a autant d'avis négatifs sur l'agricole. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? Et puis plus largement, on se posera la question du journalisme autour d'un sujet important, qui est le sujet de se nourrir et le sujet de l'interaction des méthodes pour se nourrir avec notre environnement, et dans quelle mesure on pourrait, je l'espère, avoir une communication nuancée, réelle et scientifique sur le sujet. Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir ici. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, et puis je pense que beaucoup de gens ont pu te croiser sur le petit écran pendant un certain nombre d'années. Tu as eu pendant longtemps aussi une comparse, je me souviens, Ouais. quand vous naviguiez sur les routes pour aller à la rencontre de diverses personnes et de divers sujets en lien avec l'environnement. Donc tu es journaliste finalement sur l'environnement, journaliste scientifique, tu t'intéresses de plus en plus à l'agriculture, et donc tu as, après ton école de journalisme, tu vas nous expliquer ton histoire, mais pourquoi tu en es venu à t'intéresser à ces sujets, pourquoi tu as à cœur de t'intéresser à ces sujets, et tu as, au fil de ton travail, notamment sur Arte, donc on va revenir dessus, ouvert ton propre média, ta propre chaîne, et notamment sur le volet agricole.
Donc tu vas nous expliquer pourquoi l'agriculture est devenue, en tout cas, une de tes maraudes, et pourquoi tu penses que c'est important de bien communiquer dessus. Et donc après, voilà, je crois que tu m'as dit autour de 2008, tu as commencé à t'intéresser à ces sujets-là, c'est là où tu as démarré l'émission sur Arte, c'est bien ça? Xenus a commencé en 2008. Ouais. Xenus a commencé en 2008, donc ça fait quand même longtemps que tu as pu t'intéresser à ces sujets. Donc j'aimerais peut-être qu'on démarre pour savoir quelle est ton histoire, qui tu es finalement, comment on en vient à vouloir faire non pas du journalisme voilà, sur TF1, sur tous les sujets, les rubriques de chiens écrasés, les conflits, et pourquoi tu t'es orienté vers ce journalisme scientifique qui a, en tout cas moi dans mon esprit, une forme de complexité, c'est-à-dire que faire du buzz sur de la science, éthiquement, c'est complexe. La science, c'est de la nuance, c'est de la remise en question, c'est des postulats qui en 20 ans peuvent être entre guillemets changés, parce que d'un coup on découvre de nouvelles choses. Et puis c'est souvent des sujets complexes qui, pour un public non scientifique, sans bagage scientifique, peut être un peu, je ne vais pas dire relève de l'ésotérisme, mais à certains égards, capter une audience sur des sujets comme ça peut être complexe. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi tu as fait ce type de métier-là? Et puis, quelles sont ses spécificités? C'est complexe, mais en même temps, surtout quand on parle d'agriculture et de notre nourriture, on parle de choses qui nous touchent. Ouais. Qui provoque aussi des émotions, qui touchent à notre culture, à ce qui nous nourrit, à ce qui nous rend en bonne ou en mauvaise santé, ce qui fait notre environnement, nos paysages. Donc c'est l'avantage de pouvoir parler de toutes ces choses-là quand moi je suis journaliste sur l'agriculture. Et en fait, je ne suis pas venu par hasard à l'agriculture. En fait, c'est l'agriculture, enfin, plus largement que l'agriculture, c'est l'environnement, mon intérêt en fait en tant qu'ado et que jeune adulte pour les sujets d'environnement. J'avais envie de comprendre ce qui se passait autour de moi, j'avais envie de comprendre quel était mon impact, qui m'a amené au journalisme. Parce qu'en fait, je trouvais pas les réponses, moi, en tant que consommateur, un peu détaché finalement, parce que j'habitais en ville quand j'étais ado, de ces sujets-là. Je comprenais pas, je trouvais pas les réponses en fait à mes questions. Je lisais des choses, j'entendais des choses au JT par exemple sur les OGM, mais j'arrivais pas à comprendre en fait ces sujets-là avec les médias que je consommais. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie de questionnement, de recherche Je voulais trouver les réponses, je voulais trouver déjà les réponses à mes questions, et puis je me suis dit, en fait, je peux peut-être participer aussi à une meilleure compréhension. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie? T'as un élément déclencheur, un membre de ta famille, un livre en fait, moi j'ai toujours eu envie de comprendre ce qui se passait autour de moi. Enfin, je veux dire, en fait, si tu veux, moi, habitant en ville, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents et d'avoir une famille qui m'a toujours expliqué que ce que j'ai mangé, ce que j'avais sur la table, en fait, c'était derrière des humains qui produisaient ces légumes, qui produisaient ce pain, qui produisaient ces animaux que je mangeais. Pour moi, ça a toujours été connecté en fait à un travail derrière. Et je pensais que toutes les familles vivaient ça comme moi, et je me suis rendu compte un peu plus tard que finalement j'avais eu beaucoup de chance. Parce qu'en ville, il y a beaucoup de personnes qui sont totalement déconnectées de cette réalité de l'agriculture et du monde rural. Et moi, j'ai eu cette chance-là, en fait, grâce à mes parents. Tu vois, ma mère, elle m'emmenait avec elle chercher le panier une fois par semaine à la MAP. Donc, je rencontrais des agriculteurs et agricultrices qui nous donnaient leur panier et qui nous disaient voilà, j'ai passé la semaine à bosser pour que tu manges ça. Pour moi, c'était une réalité. J'avais beau être en ville, loin des parcelles agricoles, c'était une réalité avec laquelle j'étais confronté et qui faisait partie de mon monde. Voilà, moi, on est là aussi pour que je te raconte un peu ma vie. J'ai une maman qui est alsacienne, un père qui est auvergnat, et qui ont toujours une conscience, même si ils m'ont fait grandir, ils m'ont élevé en ville, qui m'ont toujours donné aussi la conscience de ces terroirs-là, et qui sont très importants aussi pour moi, tu vois. Et donc il y a une transmission quand même, ça vient un peu de là. Ça vient un peu de là, ouais. D'où l'importance de l'éducation. Et totalement. Souvent on sous-estime les messages transmis par les parents durant l'enfance. C'est hyper important. Tu n'aurais jamais eu cet imaginaire si tes parents ne t'avaient pas sensibilisé. Absolument pas. Et c'est aussi une motivation pour moi de créer ces imaginaires-là chez les jeunes qui arrivent. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est d'ailleurs les premières personnes auxquelles je pense quand je fais mes reportages. Je me dis, en fait, on a besoin que des jeunes reprennent les fermes, que des jeunes aient envie de s'installer, aient envie de ces métiers du vivant. Donc, il faut créer ces imaginaires-là. Si leurs parents ne le font pas, j'espère que beaucoup le font aujourd'hui, moi, je veux y participer. En tant que journaliste, en fait, j'ai cette responsabilité-là aussi de leur montrer des images. Et c'est ce que j'ai envie de participer à faire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 15 dernières années, parce que c'est à peu près là où ça a commencé à chahuter,
pour qu'on passe d'un citoyen qui globalement aime les agriculteurs, quoique les derniers sondages montrent que les citoyens aiment les agriculteurs, mais malgré tout, des messages dans les médias qui sont vecteurs de notre agriculture, notre terroir, c'est de la valeur, d'ailleurs en France c'est très fort, a depuis 15 ans des phénomènes de buzz autour de pratiques agricoles qui peuvent poser des questions, certes, mais qui malgré tout font partie de ce qui nous permet de nous nourrir, et donc avec des clivages extrêmement forts autour de pesticides, pas pesticides, autour de agriculture familiale, agriculture industrielle, j'ai l'impression qu'il y a une polarisation, et je me demande presque des fois si elle est tant voulue que ça, ou si c'est juste une course en avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, comment tu qualifies toi aujourd'hui la communication autour de l'agriculture, et comment tu vois les 15-20 dernières années qui viennent de s'écouler sur... Il y a plein de choses dans ta question. Effectivement, la polarisation, la communication, l'information, c'est des choses qui sont c'est multifactoriel en fait ce qui s'est passé à mon sens. Bon, alors au-delà des 15 ans, moi j'étais pas là, j'étais pas dans le métier, donc j'aurais du mal à te donner tout l'historique du truc. Ce que je remarque en tout cas aujourd'hui, je pense que toi comme moi, on est un peu la dernière génération où on a encore cette connexion entre la ruralité et l'urbain, et que finalement la génération qui arrive, à cause finalement peut-être aussi d'un environnement, d'un contexte médiatique, de communication, d'information qui est moins favorable, qui polarise davantage, et ben on a créé une déconnexion de manière un peu artificielle, parce que c'est vraiment l'organisation de l'information qui a voulu cette déconnexion-là, et que en fait, c'est pas une fatalité, si tu veux. Je pense qu'on est encore très attaché, en France notamment, moi je suis beaucoup aussi ailleurs en Europe, en Allemagne, où la déconnexion elle est encore plus radicale, si tu veux. Il y a des gens qui n'ont plus du tout de lien et qui s'intéressent plus du tout à ce qu'ils mangent. Le goût joue pas du tout un rôle. Enfin, quand j'ai beaucoup de personnes que je rencontre en Allemagne qui mangent pour se nourrir, parce qu'il faut avoir des nutriments, ils mangent des calories, mais le goût n'a pas forcément un rôle important, tandis que nous, on a la chance en France d'avoir encore une certaine conscience du goût, des terroirs, et une fierté aussi de cette culture-là. Donc je pense que c'est encore tout à fait possible de reconnecter. Ce qui s'est peut-être passé, en tout cas à mon niveau, je pense que dans les médias, on a une responsabilité effectivement importante dans cette déconnexion, parce qu'on a des médias qui sont organisés de manière un peu déconnectée de ces réalités-là qui sont essentielles, de l'agriculture. Les directions des programmes, elles sont dans les villes, elles ne sont pas dans les campagnes en général. Quand moi je vais parler de mes sujets, quand je vais convaincre ma rédaction, je vais voir des personnes qui vivent en ville en général. C'est pas toujours le cas, mais d'une manière générale c'est le cas. Et donc la reconnexion, elle est pas facile, mais elle s'opère en ce moment. Il y a vraiment un changement, si tu veux, entre le moment où le changement, où la transition commence, et le moment où elle est là. C'est la même chose que quand on parle de transition agroécologique. Dans les médias, il y a quelques années, il y a eu cette prise de conscience à laquelle moi, pour le coup, j'ai assisté. Tu disais 2008, le début de Xenius, on a commencé à beaucoup parler d'alimentation, d'environnement, de climat, de biodiversité. À l'époque, c'était quasiment une révolution quand la direction des programmes d'Arte a pris cette décision qu'on consacrerait beaucoup de temps dans cette émission quotidienne à ces sujets-là. C'était pas anodin du tout, quoi. C'était quelque chose de très fort. Je me souviens de recevoir des courriers de téléspectateurs, de téléspectatrices au départ, où ils étaient très surpris qu'on consacre autant de temps au changement climatique, par exemple. J'ai eu, notamment en France, parce que je recevais les courriers de France et d'Allemagne, des personnes qui m'écrivaient en me disant « Mais pourquoi vous parlez autant du changement climatique ? C'est pas vraiment un problème qui nous concerne. » Et aujourd'hui, tu te dis « Mais heureusement qu'on en a parlé, quoi. » Et je leur répondais « Ça fait des années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, on n'en parle pas assez. » Et donc ce changement-là, il s'est déjà opéré. Et progressivement, en fait, si tu veux, on passe d'une prise de conscience des problèmes à une prise de conscience des solutions. C'est ça, en fait, le truc
la conséquence de cette déconnexion de l'agriculture, de la ruralité, c'est que on comprenait plus en fait ce que c'était que cette réalité-là, et on a arrêté de comprendre qu'on pouvait aller voir l'agriculture, les fermes, au-delà de ces problèmes-là, et aller voir les solutions. Donc ça, c'est en train de s'opérer. Je peux te dire que c'est en train de s'opérer tant que ça? Oui, moi je suis généralement très optimiste, et je pense qu'on est à un moment un peu charnière, si tu veux, où on a compris, et ça c'est vraiment la chose pour laquelle je me bats, que si l'agriculture n'était pas au centre de nos préoccupations et des sujets qu'on traite dans les médias notamment, eh ben, on ne pourrait pas surmonter les crises multifactorielles qu'on est en train de traverser, que ce soit les crises environnementales, climat, biodiversité, sol, ou les crises sociales. Parce que si tu veux, quand tu ne parles pas de ce qui est dans notre assiette, tu n'as pas les armes pour qu'à la fin du mois, tu puisses te payer Enfin, je veux dire, on est aussi dans une société où on se demande comment certaines familles vont pouvoir remplir l'assiette de leurs gamins, quoi, tu vois. Et si tu ne comprends pas comment l'assiette est remplie à la fin du mois, tu peux pas surmonter ce challenge. Alors, je comprends la théorie, et je suis plutôt d'accord avec tes arguments. Par contre, j'ai l'impression que ça avance dans une sphère extrêmement réduite, une part d'audience. Moi, je pense que la part d'audience, par exemple, d'une émission comme Xenius aujourd'hui, et ce qu'elle a pu vivre en 2008, serait peut-être divisée par deux. Bon, elle n'existe plus, l'émission, c'est 2022. Mais je sais, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si tu la sors aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle fasse 6 mois. Tu peux pas... Et juste, je finis. Ouais, et donc, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu es positif parce que tu vois que d'une sphère d'intérêt, elle s'étend, ou est-ce que tu es positif par essence parce que tu veux que les choses bougent? Moi, d'un point de vue extérieur, que ça soit dans des dîners, alors dîners familiaux c'est un peu différent, je suis famille d'agriculteurs, mais dans des dîners d'amis qui ne sont pas forcément connectés, il faut toujours argumenter parce que c'est de suite très polarisé, bio, pas bio, machin, glyphosate et compagnie. Quand je suis même dans des sphères politiques, même avec des gens qui pourraient être connectés au sujet, il y a une méconnaissance et une forme de mécanique intellectuelle autour du sujet que je trouve assez pauvre. Donc si je regarde effectivement une sphère à laquelle je peux être connecté, ça avance. C'est pas mal parce que c'est souvent des sphères connectées avec des gens de responsabilité dans des grands groupes, etc. Et donc forcément il y a une motricité. Donc dans le monde réel, ça peut avancer massivement. Par contre, dans la vie du commun des mortels sur le sujet, voire même des politiques qui sont des communs du mortel dans leur accession au sujet, je trouve que c'est pas facile. Et quand moi j'essaye d'arriver avec des nuances, par exemple, on en a parlé, la question du glyphosate, ou la question des pesticides, versus du bio. Alors tout le monde veut 0 pesticide mais n'est pas prêt à le payer. Quand tu expliques qu'il y a une capacité à, par exemple, à avoir un sol en bonne santé, malgré le fait qu'on utilise encore des pesticides, même du glyphosate, et des engrais chimiques, il peut y avoir des levées de boucliers. Moi j'ai observé je sais pas, c'est peut-être des dizaines de milliers de sols. Je sais caractériser la santé d'un sol. Et pour autant, j'ai vu des parcelles, effectivement, dans ces cas-là, avec des sols qui marchent bien. Mais c'est des fois quasi impossible de communiquer son expertise. Je peux parler du week-end dernier où j'ai eu une discussion avec une citadine qui habite à Paris, qui, après un quart d'heure de discussion où j'essaie de rentrer dans la nuance, me dit « Mais si tu veux, je peux te faire venir à des conférences. » Donc, elle m'oppose 15 ans d'expérience terrain et une expertise reconnue internationale sur le sujet viens, on va à des conférences de café philo où on va t'expliquer l'agriculture. Et ce phénomène-là, il n'est pas peu commun. Et donc, voilà, si on se confronte au réel de la com aujourd'hui, comment tu vois les choses de façon factuelle? C'est un bon exemple, le glyphosate, pour comprendre le challenge devant lequel on est. Tu as totalement raison.
Peut-être juste pour remonter à l'émission telle qu'elle était en 2008, elle pourrait pas marcher aujourd'hui. Je pense que là, tu touches du doigt un truc essentiel. Aujourd'hui, moi, je travaille plus de la même manière. Je travaille beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur des sujets sur lesquels j'essaie effectivement d'apporter de la nuance. Ouais. Moi, si tu veux, mes méthodes aujourd'hui, mes formats, c'est plus du tout les mêmes qu'il y a 15 ans. Je vais utiliser les codes, par exemple, d'Hugo Décrypte, de OK Charlotte, qui sont des journalistes présents sur YouTube, comme moi, et pour parler d'agriculture. Pour parler d'agriculture et toucher à la fois des ruraux et des urbains sur des sujets qui nous concernent toutes et tous ensemble, et apporter de la nuance et apporter de la vraie information du terrain. Sur le glyphosate, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur YouTube, et j'en ai aussi parlé, et ça c'est intéressant, dans une émission, dans un des épisodes de Roots, qui est une série documentaire que j'ai faite pour Arte, où j'avais volontairement envie de parler des sols et de parler de différentes approches pour, sur des fermes, en fait, rendre le sol plus vivant, plus propice en fait, à la fertilité et aux cultures. Et là, j'ai remarqué effectivement que ça a été très compliqué d'expliquer la nuance, la complexité du sujet, un peu comme ce que tu décris quand j'en parlais dans la rédaction de l'émission et de la chaîne. Il y a des personnes quand même qui sont très pointues sur le sujet, donc qui comprenaient tout ça. Malgré tout, c'était très compliqué d'expliquer la réalité, en fait, l'utilisation. Donc je suis allé voir deux personnes, une qui utilisait du glyphosate, en l'occurrence pour ne pas la nommer c'était Sarah Singla, et d'expliquer en fait pourquoi elle utilisait du glyphosate, c'était compliqué en fait. C'était compliqué parce que à partir du moment où on se dit il y a des personnes qui n'en utilisent pas, des personnes qui utilisent, c'est expliquer qu'à la fois si tu veux, en fait, la clé du storytelling, elle se situe vraiment dans la nuance et dans le fait que tu places, je trouve, la science comme lingua franca, comme langue commune au centre de la table. C'est vraiment beaucoup plus facile d'expliquer ça. Le glyphosate, je ne sais pas, tu vas peut-être me contredire, mais je trouve que c'est important de signifier l'objectif, si tu veux, à long terme. Souvent, c'est important aussi en agriculture de se dire à long terme. Sarah Singla, elle ne rêve pas à la fin de sa carrière de continuer à utiliser du glyphosate. Si elle peut s'en passer, dans son système, elle s'en passera certainement. Ou d'autres qui font de l'agriculture de conservation des sols. En revanche, aujourd'hui, si elle veut que ces sols aient une structure, une chimie, etc., elle n'a pas une alternative qui coche toutes les cases du glyphosate dans sa boîte à outils, comme on dit vulgairement. Donc elle s'en sert. En même temps, c'est aussi important, et ça on l'avait précisé dans l'émission, et la discussion en fait avec la rédaction, elle m'a permis aussi de mieux vulgariser, tu vois, donc elles sont importantes aussi ces discussions-là, de mieux vulgariser pour le téléspectateur, téléspectatrice finale. Le système, en même temps, il faut aussi préciser qu'il y a certaines études scientifiques qui prouvent la toxicité pour les vers de terre, pour certains champignons qui ont des synergies avec les plantes, pour des pollinisateurs, des abeilles. Donc le glyphosate, il n'est pas neutre, si tu veux, évidemment, sur la vie du sol. Sauf qu'aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances scientifiques, les scientifiques nous disent, d'après les relevés qu'ils ont faits, d'après aussi tes relevés à toi, que le non-travail que la conservation des sols, elle compense cet effet négatif du glyphosate sur les sols. Donc en fait, c'est très compliqué à expliquer parce qu'il y a cette nuance-là et que on aime bien les réponses faciles, noir ou blanc. Mais quand on parle en tant que journaliste d'agriculture, quand on va chercher la nuance, quand on prend le temps d'expliquer ça, quand on prend le temps de mettre des images dessus, on peut y arriver. Sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué encore, parce que la polarisation, c'est vraiment l'essence du réseau social. Donc là, moi, je me fais violence parfois pour essayer de prendre le temps, à l'encontre de l'algorithme, de prendre le temps d'expliquer la complexité du sujet. Mais qu'est-ce que tu as, par exemple, comme exemple concret, on va dire, un exemple de réussite, de communication de la nuance et un exemple d'échec? Celui-là, il était réussi sur l'émission sur Roots, sur le glyphosate et sur la vie des sols. Il était réussi, je pense, parce que j'ai eu le prix de l'information scientifique de l'Académie d'agriculture pour cet épisode-là. Donc je considère que c'est plutôt une réussite. Et les retours que tu as eu des auditeurs, tu as des choses factuelles? En fait, je pense que, juste préciser que je pense que la réussite, elle est aussi dans ce... Parce que
Je voudrais juste rajouter que quand dans un média, en fait, c'est pas juste des personnes qui décident de manière unilatérale, c'est un peu organisé comme, je sais pas, une filière, par exemple, Ouais. où chacun a un peu sa sensibilité. Tu veux vendre des tomates à la fin de la saison, au moment de la récolte des tomates, mais chacun a un peu ses sensibilités différentes, ses envies différentes au niveau du système de production, et il va falloir dialoguer, convaincre des partenaires, convaincre d'autres personnes dans la filière de le faire un peu comme tu le penses. Et puis finalement, tu vas arriver à un système qui sera un peu hybride entre les différentes positions. C'est la même chose quand tu conçois un documentaire pour une chaîne, finalement. Il y a plein de personnes qui discutent et qui te permettent d'élever en fait la qualité du contenu. Ok. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'était quoi ta question? Je l'ai rangée. Non, mais c'est ça, c'est en gros comment on fabrique, entre guillemets, pour moi un succès, c'est la communication de la nuance. Là récemment, j'ai essayé de travailler sur comment parler d'agriculture régénératrice ou d'agronomie au niveau du grand public. Et enfin, j'ai eu un sujet sur le détroit d'Ormuz. Bon, là, on a un lien, tu vois, qui est un peu facile. Prix des engrais qui montent. Si j'ai un système qui me permet d'économiser les engrais, je vais pouvoir mieux absorber le choc économique. Ouais. Donc pourquoi pas? Mais on m'a sorti des sujets. Est-ce que l'agriculture régénératrice, parce qu'elle permet des aliments meilleurs, peut lutter contre l'hantavirus? J'avoue que on est complètement décalé. C'est presque stupide d'aborder le sujet de cet angle-là. Et moi, je ne mettrai jamais mon image et mon expertise pour parler d'un truc pareil. Et donc, sur l'ensemble des sujets mainstream qu'on m'a proposé, le seul truc valable que j'ai eu en 6 mois, c'est le détroit d'Ormuz. Tout le reste, c'était alambiqué comme l'hantavirus, où on allait chercher un angle d'attaque, un buzz, un truc. Et je t'avoue que je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, la communication de la nuance scientifique et de la vérité, parce que, en fait, soit on cherche à la vérité, soit on cherche à avoir raison. Je trouve qu'on est dans un monde où les gens cherchent de plus en plus à avoir raison et de moins en moins la vérité, ce qui est quand même dangereux d'un point de vue civilisationnel. Je me suis dit, mais comment faire en fait? Moi, je suis plutôt. Alors, je suis content que tu sois optimiste. Peut-être que je vais sortir de cette interview optimiste. J'espère de tout cœur. Mais moi, je suis plutôt pessimiste sur la question parce que j'ai l'impression que les gens absorbent de la polarisation et des éléments simples. Et dès qu'on vient apporter ne serait-ce que 2-3 facteurs en interaction pour apporter une réponse un peu nuancée, comme là tu as pu en parler sur le glyphosate, mais on peut parler sur du bio ou du non bio. En fait, c'est complexe. Par exemple, je prends l'exemple du bio. Moi, ma famille fait du bio, je consomme du bio, enfin, je ne suis pas du tout un anti-bio. Pour autant, je travaille dans le monde entier, dans 30 pays, et on a des centaines de projets en simultané, des essais, on travaille avec des milliers d'agriculteurs en simultané, donc je ne peux pas me permettre de juste avoir un avis sur la question, univoque, un bloc. Mais je rencontre par exemple beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce que tu racontes, on peut tout passer en bio, si on n'est pas tout en bio, c'est que les lobbies... Alors, la nuance, c'est quoi? On peut tout passer en bio si on réorganise l'intégralité de nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes de stock, et qu'on peut absorber du moins 50 à moins 30% de décote de rendement. En moyenne, des fois, c'est 20%, des fois, c'est 0 selon certaines cultures, mais ça demande une réorganisation. Donc la vérité, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai si on réorganise les chaînes d'appro, si on change la consommation, si on a une réorganisation presque de la consommation et du fait de consommer par le consommateur final, plus de la transformation, plus des chaînes d'appro, c'est faux si on ne le fait pas. Et moi souvent je dis, la réalité c'est que l'humain, aujourd'hui, n'est pas capable à court terme de faire cette réorganisation. On est plutôt dans une organisation aujourd'hui autour de la profusion des denrées alimentaires, avec une économie mondialisée, et des gens qui préfèrent dépenser 1 000 € dans un iPhone que d'augmenter de 50 € par semaine leur panier alimentaire pour aller chercher du bio ou des produits de qualité. Et donc, si on passe tout en bio comme ça, par décision politique, ça va être un effondrement de notre sécurité alimentaire et ça sera factuel parce que l'organisation, on va dire, économique et des flux n'est pas calibrée pour ça. À chaque fois que je sors un truc comme ça devant quelqu'un qui va être convaincu par l'hypothèse bio, que moi j'aimerais possible en fait, d'un point de vue factuel, eh bien j'ai d'un coup des
murs qui arrivent. Mhm. Et tu vois, dans l'acte de communication, toi qui es un professionnel d'être un vecteur, comment tu communiquerais ça en fait au final? Comment tu arrives à cette finesse où tu peux, tu vois, dire oui mais, ou alors... Pour moi, déjà, la nuance, c'est de se dire qu'entre le 10%, je crois que c'est à peu près là où on en est aujourd'hui, Ouais. de bio, et 100% de bio, il y a peut-être d'autres échelons de Ouais. l'échelle entre les 10% et les 100%, tu vois. Si on pouvait arriver quelque part entre les deux, ce serait peut-être déjà un joli objectif. Je pense on peut tous considérer que c'est souhaitable. Et qu'il faut vraiment penser sur le long terme quand tu parles, enfin c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est un mauvais réflexe qu'on a dans les médias et a fortiori en politique, de penser court terme, de penser mandat de 4 ans, de 5 ans, quand on parle d'agriculture, quand tu veux réorganiser l'ensemble de la production alimentaire, tu te projettes sur le très long terme. Aujourd'hui, au niveau de la politique, c'est pas les individus qui vont pouvoir changer tout un système à travers leur comportement parce qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas bio, plus ou moins. C'est important, mais finalement, aujourd'hui, ce qui manque pour les agris, pour l'industrie et c'est cette vision à long terme. Où est-ce qu'on veut aller? Mais comment on communique aujourd'hui de façon efficace et on fait accepter finalement que la vérité c'est du long terme, c'est de la nuance, c'est de la construction, et comment on navigue entre ceux qui vont être des pro-bio et à l'autre côté du spectre, c'est des gens qui sont vraiment anti-bio, qui pour eux par exemple le bio va être une antithèse de la modernité. Et finalement les deux ont la faute, auraient raison, c'est ça qui est difficile. En réalisant, et moi j'en suis persuadé, c'est ce qui me rend profondément optimiste, que la majorité des personnes, elles sont ni du côté polarisé pro-bio à 100%, ni du côté totalement anti-bio. Je pense que si tu expliques que la bio ou la conservation des sols finalement, ça a des conséquences positives sur notre santé, ça va nous permettre de faire des économies ailleurs sur le système de santé, que ça va permettre aussi aux agriculteurs sur leur ferme de mieux vivre de leurs produits, peut-être si c'est bien réorganisé comme tu dis, et que c'est pas les marges qui progressent, mais plutôt le prix de vente à la source au niveau des fermes. Ça va permettre finalement aussi d'avoir un environnement plus sain autour de chez soi. Si tu expliques tout ça, moi je suis plutôt optimiste d'arriver à trouver la nuance pour... Moi, c'est ce que je constate dans les réactions que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est que la majorité des personnes qui suivent mes contenus et qui réagissent et qui parlent de ces sujets-là, qui réagissent sur ces sujets-là, sont des personnes qui sont ni à un extrême ni à l'autre. Donc c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Moi, j'ai tendance à dire, alors je ne le dis pas en public généralement, mais les personnes qui sont à l'extrême d'un côté ou de l'autre, en général, elles sont entre guillemets déjà perdues pour moi. C'est pas celle-là que j'ai envie de convaincre, c'est plutôt, j'ai envie d'informer en fait les personnes qui sont partout entre les deux, pour leur donner les clés pour continuer à agir. Parce qu'en ce moment, on est dans un moment en fait où la question elle se pose pas d'arriver à informer avec la nuance, elle se pose en fait en des termes où on se sent tous et toutes impuissants à agir parce qu'on est tellement noyé dans un flot d'informations négatives et les mauvaises nouvelles qui arrivent tous les jours qu'on a besoin de continuer à comprendre, avoir les clés pour continuer à agir et se dire qu'en fait les actions qu'on a, elles sont utiles. Elles ne sont pas forcément utiles individuellement, en tout cas, elles ne permettent pas de changer le système à l'échelle individuelle, mais le fait d'aller voter, le fait de signer une pétition, le fait de s'organiser dans des associations, par exemple, de s'engager dans des associations, ça permet vraiment de faire bouger les lignes, et le fait de s'engager, par exemple, dans un lycée agricole pour que la cantine achète de manière plus responsable ses produits, pour soutenir les agriculteurs et les agricultrices qui sont à proximité du lycée. C'est des choses qui ont des effets positifs colossaux sur la façon dont les femmes vont pouvoir s'en sortir dans des transitions et pour vivre décemment de leur travail. C'est des choses que moi j'essaie de montrer aux personnes qui ne sont pas forcément aux deux extrêmes, mais entre les deux, parce que c'est celle-là que j'ai envie d'informer. Et dans ton audience, donc on va dire les gens qui ont une capacité d'absorption de la nuance, bon, on ne va pas revenir sur leurs proportions, mais dans tous les cas, aujourd'hui tu as quand même un certain nombre de personnes qui te suivent. Quelles sont les thématiques qui les intéressent le plus en regard du monde agricole ? Les thématiques qui les intéressent le plus, évidemment, ce qui parle d'abord, c'est la santé. Ouais. Premier critère, moi. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais enfin, bien sûr, je veux dire, c'est pas forcément étonnant qu'on soit, où qu'on soit, on pense à sa famille, à nourrir ses enfants, et
avoir un environnement sain autour de soi. Donc moi je vois la santé, la qualité de l'environnement, c'est important. Après, je vois aussi beaucoup de potentiel, on en parle très peu encore quand on parle d'agriculture, de parler justement de la culture en fait agricole, de parler de la culture rurale, de parler du goût, de parler de la gastronomie aussi. Je trouve qu'on connecte encore très mal les enjeux agricoles à ces choses aussi qui ont un potentiel d'émotion très fort. Et un truc qui me rend vraiment optimiste aussi, ça va peut-être t'étonner, mais c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec la pétition contre la loi du plomb. Mine de rien, quel que soit l'avis qu'on a sur cette question-là, je trouve que ça montre que tu peux en l'espace de quelques semaines mobiliser plus de 2 millions de personnes sur un sujet agricole, qui ne se posent pas forcément les bonnes questions à ce moment-là, mais en tout cas, potentiellement, tu te dis que très vite, sur un sujet qui est très spécialisé et très technique, on peut parler à ces personnes-là. Alors, je pense que l'erreur qu'on a faite après, c'est qu'on n'a pas saisi cette chance d'avoir un vrai débat. Moi, je pense souvent à ce qui se passe. Je ne sais pas si tu avais suivi la votation en Suisse. Moi, je trouve ça super intéressant. Les Suisses, ils votent sur plein de sujets. Bah, dès qu'il y a 100 000 personnes qui veulent que quelque chose soit mis sur le tapis... C'est étonnant. Hein. Voilà. Et finalement, en Suisse, il y a quelques années, je ne sais plus, c'était il y a 4-5 ans, ils ont voté sur, notamment, est-ce qu'il faut faire justement du 100% bio ? Et ils ont dit non, mais ils ont dit non au terme d'un super débat qui est national, où les scientifiques, où les agris ont pu exposer sur les grands médias leurs hypothèses et leurs arguments, en fait, développer des arguments, échanger. Donc tu avais effectivement des personnes qui s'écoutaient et qui après, en conscience, en connaissance de cause, ont décidé que c'était pas la bonne solution, parce que 100%, finalement, ça allait peut-être d'ailleurs fragiliser les agriculteurs et agricultrices qui étaient engagés en bio, par exemple. Alors, c'est très intéressant cet exemple, parce que moi j'ai trouvé, alors évidemment quand tu es allé au Buplon, le nombre de gens sont venus me voir, qu'est-ce que t'en penses Sébastien, qu'est-ce que t'en penses Sébastien, moi je dis j'en pense rien, je m'en fous. Alors, tu t'en fous pas totalement? Non, franchement je m'en fichais, parce que pour moi, le sujet c'était l'angle acétamipride. Ouais. Moi, tu vois, quand tu dis est-ce que les 2 millions de personnes qui ont signé ont embrassé un sujet dans la nuance, pour moi j'ai vu 2 millions de personnes qui ont dit non, je ne veux pas d'acétamipride, qui est un produit qui est prouvé comme cancérigène, etc., et qui est interdit depuis X, et on me le remet sur le devant. Je ne sais pas ce que fait ce produit, je ne comprends rien à ce produit, je confonds tout, mais comme c'est marqué pesticide, je dis non. On n'a jamais eu de vrai débat sur ce sujet-là. Le débat n'a pas vraiment eu lieu, ni dans la société, ni à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai pas vu de débat. Il n'y a pas eu de débat, et ça, c'est l'erreur fondamentale. Par contre, j'ai vu un combat. Oui. Qui n'est pas un débat. Ce que je dis simplement, c'est que 2 millions de personnes, c'est pas rien. Ah, c'est énorme. Et on peut avoir, moi, en tout cas, ça me donne de l'espoir de se dire, il peut y avoir 2 millions plus de personnes qui s'intéressent à un sujet et où on prend en fait la peine d'avoir un débat, d'organiser un débat et de saisir cette occasion de développer des arguments. Sur l'acétamipride, quels que soient les arguments scientifiques, politiques, etc., qui sont développés, là encore, il manque cette vision à long terme. Est-ce qu'on veut aller à l'horizon 2050-2100 vers une France où les agricultures ont besoin d'acétamipride ou non? On ne se demande pas si en 2026 ou en 2027 on en a besoin, ça. On en a besoin parce qu'on n'a jamais fait sans. Mais en 2050, en 2100, est-ce qu'on veut encore une agriculture avec de l'acétamipride ou pas? C'est ça la question. On n'a jamais posé cette question. C'est même pire que ça, et j'invite les auditeurs à aller sur l'interview qu'on a fait avec Jérôme Harry, qui est un producteur de betteraves, qui a utilisé l'acétamipride, qui a arrêté lors de l'interdiction, et malgré une potentielle réautorisation, on ne l'aurait pas forcément réautorisé. Tu vois, un vrai sujet dans la nuance aurait été de dire, plutôt qu'un combat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, en plus à la loi du plomb, l'acétamipride c'était un tout petit truc dans le package global, c'est là aussi où moi j'étais frustré quand on me dit mais qu'est-ce que tu penses du débat? Aujourd'hui le débat c'est cristallisation sur un pesticide, alors qu'il y a plein d'autres choses dans cette loi du plomb. Bref, on ne va pas refaire le passé, mais donc on discutait avec Jérôme, et nous on travaille beaucoup sur les systèmes betteraves, on arrive à faire ça. Et l'année où la question de l'acétamipride se disait oui ou non, il y avait des rendements en betterave sans acétamipride qui étaient équivalents. Voilà. Et donc il y a eu des très très bons rendements. Donc je dirais qu'en fait il y a une question de hauteur du débat parfois, qui est tronquée, des fois qui est presque anachronique, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on n'en avait plus, donc il fallait bien faire avec, faire avec le fait de ne pas en avoir. Et on avait déjà commencé à trouver des leviers. Donc,
c'est là où je te rejoins sur le fait que c'est le long terme, etc. Mais moi, pour moi, ce débat-là, enfin ce combat-là, m'a paru très court-termiste et très cristallisé sur 1% de ce qu'il y avait dans le package. Exactement. Là où je te rejoins, c'est qu'on peut mobiliser des gens autour, mais est-ce que c'est pas par la polarisation plutôt que par la nuance? Moi, ce qui m'intéresse, peut-être qu'on discute, parce que là, on a bien traité ce sujet, et merci. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un agriculteur qui veut se communiquer, s'il fait de la vente à la ferme autour de ses consommateurs, plus largement au niveau du public, ou un agriculteur qui aurait des responsabilités syndicales, associatives ou autres. Comment on fait pour parler de l'agriculture aujourd'hui de façon positive, constructive? Alors moi, je veux surtout pas donner l'impression de donner des leçons aux agriculteurs, aux agricultrices, parce que déjà, ils ont énormément de boulot, déjà plein de jobs différents. Enfin, être agriculteur, agricultrice aujourd'hui, c'est déjà être à la fois en maîtrise du vivant, de l'administration, de la commercialisation, etc. Si en plus tu rajoutes la couche de communication, je pense que j'ai pas du tout de leçons à donner là-dessus. Par contre, je pense vraiment qu'il faut arriver ensemble, en tout cas, à parler d'agriculture en sortant vraiment du jargon, de la science, de la technique, pour toucher les consommateurs et consommatrices, effectivement, dans cette espèce de réflexe égoïste, mais qui est tout à fait légitime, de leur dire c'est votre santé, c'est votre culture, c'est votre goût, il ne faut pas avoir peur d'être fier aussi de cette partie-là du travail. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à surmonter cette défiance qu'on a après cette phase où on a décrit ça comme de l'agribashing. Moi, je ne supporte pas ce terme d'agribashing parce que pour moi, les Français et les Françaises sont fondamentalement amoureux de leurs produits. Oui. Donc c'est plutôt une déconnexion et une méconnaissance mutuelle, enfin, surtout envers la ruralité. Je pense qu'il faut arriver à surmonter ça. Et ouvrir les fermes en fait, oui. et parler au maximum en fait. Je pense que à partir du moment où on va réussir à vraiment montrer ce que c'est que cette réalité, moi c'est ce que je vis, hein, si tu veux. J'ai commencé à me spécialiser sur ce sujet-là, j'y connaissais pas grand-chose à part que je m'y intéressais sincèrement et que j'avais envie de le découvrir. Et donc je suis allé sur des fermes, j'ai passé du temps avec des agris, j'ai vu comment ils travaillaient, ce que ça voulait dire aussi que le bien-être animal, au-delà des vidéos que je pouvais voir sur les réseaux et du terme imprimé sur du papier, ce que travailler avec les animaux, ce que c'est que de travailler avec le vivant, de faire des tours de plaine, d'observer les plantes, la croissance des cultures. Je pense que le fait d'avoir cette ouverture-là, d'accueillir les citoyens et citoyennes sur les fermes, ça serait vraiment déjà quelque chose de super. J'espère que le projet du gouvernement de permettre à chaque écolier de passer une journée ou plusieurs journées sur une ferme va aboutir, parce que je pense que c'est absolument essentiel que chacun, chacune ait l'occasion de mettre les mains dans la terre et de rencontrer des agris pour vraiment comprendre ce que c'est. Enfin, c'est pas encore vraiment comprendre, mais au moins avoir un premier contact. Après, j'espère aussi qu'on n'est pas obligé d'attendre ça pour avoir la curiosité d'aller participer à une journée porte ouverte, d'aller vers les AMAP, d'aller vers les CIVAM qui organisent des journées porte ouvertes tous les ans autour des périodes de récolte ou dans les étés sur les fermes. En plus, c'est super sympa d'aller y participer. Et d'aller simplement autour de chez soi. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les lycées, lycées généraux ou agricoles, et je leur dis, vous avez des fermes juste autour de votre lycée, organisez avec vos profs, demandez-leur de vous faire sortir et d'aller passer un peu de temps, ou alors même allez-y après les cours, contactez les agris autour de chez vous et allez voir ce qu'ils font, parce que c'est eux qui font l'environnement d'abord autour de là où vous vivez, et c'est aussi eux qui vous nourrissent. Et si vous les connaissez mieux, vous aurez plus cette conscience-là. Ouais. Et puis peut-être que vous aurez aussi envie de vous installer à votre tour, parce que je trouve que ça donne aussi beaucoup de sens pour les lycéens, pour les jeunes qui sont un peu en quête de sens dans leur vie, aussi d'envisager de devenir agriculteur ou agricultrice elle-même, quoi. Ça, c'est un vaste sujet. Ouais. Moi, je m'étais dit, il faudrait... Bon, là, le service militaire, il commence à se poser la question de le remettre. Ouais. Et je m'étais dit, on a arrêté le service militaire, mais on devrait faire un service agricole ou artisanal obligatoire. C'est génial. Pour forcer, entre guillemets, les jeunes qui passent en phase adulte
à se confronter au réel. Si je vais récolter des salades, ou si je vais construire une table ou une chaise, ou si je fais de la maçonnerie, même en vivant en ville, si je l'ai fait pendant 1 an ou 2 ans, je ressors de là grandi, parce que la confrontation à la matière et au réel amène de l'humilité, amène de la compréhension du moyen et du long terme, amène le goût de l'effort, la compréhension de la nécessité de l'effort et de la constance. Voilà. Et je pense qu'une partie aussi du non-renouvellement des générations fait partie du fait que, oui, on préfère faire des métiers plus simples et mieux rémunérés. Mais ça, c'est un vaste sujet, on ne peut pas l'aborder complètement aujourd'hui. Donc si j'entends ce que tu dis, il faudrait que l'agriculteur ait à cœur de se communiquer de façon simple. Il ne faudrait rien du tout, encore une fois, je ne veux pas les donner de leçons, mais en si tout on cas, doit communiquer, il faut faire de la pédagogie en transformant le jargon en quelque chose de compréhensible, c'est-à-dire je vais te parler de ta culture, je vais te parler du goût, je vais te parler de ta santé. Ouais, je pense que c'est une super porte d'entrée en tout cas, et la transparence. En fait, je pense que la déconnexion et la défiance, elles viennent essentiellement du fait qu'il y a eu vraiment opacité. Il y a une opacité qui a été voulue par l'agro-industrie, où les médias, on a été d'une certaine manière aussi complices, tu vois, d'embellir. Tu penses qu'elle a été voulue pour de vrai ? Il y a eu toute cette logique, alors ça fait pas longtemps en tout cas que je m'intéresse à la question de l'intérieur, mais je pense qu'il y a eu après, en plusieurs phases, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une partie où on a commencé à faire à rentrer dans des publicités où on faisait un peu des images d'Épinal de l'agriculture, et ça je pense que pendant longtemps, c'est pas l'agriculture, encore une fois, c'est plutôt l'agroalimentaire, l'agro-industrie qui a cultivé ce truc-là. Et aujourd'hui, moi, ce que je remarque aussi, puisque moi je l'ai vécu aussi en tant qu'urbain, c'est que parfois, quand tu découvres en fait la réalité derrière un produit dont tu as vu la publicité, que tu as mangé depuis ton enfance, parce que tu voyais la pub à la télé ou sur les réseaux, et que tu disais c'est comme ça, c'est comme sur la pub, et que tu réalises qu'en fait derrière c'est pas si sympa que dans la publicité, et il y a un côté où tu te sens trahi, si tu veux. Et moi je l'ai. Pour quel produit par exemple? Je vais pas nommer. Non, mais tu vois, même aujourd'hui, si tu regardes dans un supermarché les images qu'il y a sur les boîtes d'œufs, et que tu vas faire la comparaison avec un poulailler en vrai, ça n'a rien à voir. Je veux dire, tu as des œufs à plein air avec une belle pelouse verte, et que tu vas voir à quoi ressemble l'élevage derrière. Je veux dire, sans critiquer l'élevage de poules plein air, c'est juste que il y a un décalage entre l'image qui est communiquée et la réalité de l'agriculture derrière. Donc c'est simplement que quand tu t'éloignes en fait de la réalité agricole, il peut y avoir ce côté tu te sens trahi, voire choqué, et donc ça crée un espèce de clash. Donc finalement, pour recréer cette confiance, il faut aller vers de la transparence. C'est essentiel. Et moi j'ai quand même l'impression, parce qu'on travaille pour beaucoup d'entreprises agroalimentaires, alors on peut dire qu'il y a un conflit d'intérêts, mais je pense être assez sincère et neutre. Oui, il y a des contraintes technologiques qui amènent les industries à faire des choix. Je trouve qu'aujourd'hui, avec toutes les postures de naturalité et de sourcing durable, il y a un vrai effort qui est fait. Et je vois quand même des belles choses qui peut-être étaient inexistantes dans les années 80-90, mais qui sont de plus en plus réelles aujourd'hui. Peut-être dû à tout ce travail de sensibilisation, de lobbying ou de militantisme. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai jamais autant fait de la durabilité réelle dans les champs que depuis que le secteur privé, et notamment les grands groupes, se sont épris du sujet. Et je me retrouve à faire des projets aux quatre coins du monde, sur des milliers d'hectares, avec carte blanche. J'ai jamais eu un groupe qui m'a dit « Ah non, là Sébastien, désolé, ton conseil scientifique et ton expertise, c'est A, mais on va faire B parce que ça nous arrange. » Jamais. J'ai toujours eu « Bon ok, il faut faire A, c'est compliqué, on va le phaser dans le temps, on va se mettre dans un effort transformatif. » On pensait que ça se ferait dans 3 ans, mais on va peut-être le faire dans 6. Mais j'ai jamais eu de contradiction où, parce que c'est le client qui me paye, on vient sous-évaluer un conseil ou ne pas suivre un conseil. Ce qui est quand même assez rare et c'est important de le citer.
Merci beaucoup pour voilà, tout ce que tu as pu nous transmettre. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot que tu aimerais dire j'en sais rien, une audience large, de décideurs, d'agronomes, d'agriculteurs, de citoyennes? Bah, je pense que, pour compléter ce que tu viens de dire sur l'agro-industrie, sur les entreprises, on a beaucoup parlé de politique. Je pense que tout en ayant conscience qu'en fait c'est les agriculteurs et les agricultrices qui prennent les risques les plus importants aujourd'hui. Quand je vois les pionniers et pionnières de la transition agroécologique que je côtoie depuis maintenant 7 ans, j'ai visité plus de 200 fermes pour mes reportages, que je remarque que c'est eux et elles qui souffrent en premier de ce flou politique en ce moment et de ces backlash écologiques. Ça me fend le cœur. Et effectivement, c'est important de souligner que l'alignement des entreprises, de la vision politique, elle est absolument essentielle pour entourer ces agris qui bossent pour nous nourrir, pour qu'on ait des aliments qui ont bon goût, qui nous rendent en bonne santé. Et donc il y a vraiment, enfin, j'aimerais bien souligner cette urgence en fait que les politiques rejoignent peut-être l'effort aussi, non seulement des agris mais aussi des entreprises, pour créer le cadre sur le long terme. Super. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces messages et j'espère que ton optimisme se réalisera dans la réalité, que la nuance devienne la prochaine hype dans la communication des médias mainstream. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Sébastien. Voilà, on arrive au terme de cette interview, à l'interface entre la communication, l'agriculture, comment se communiquer. Moi, ce que je retire de cet échange, c'est que finalement, on a une sorte de communication de la nuance qui peut s'intégrer dans des médias un peu du temps long, dans lesquels on a le temps d'exprimer des arguments, dans des médias où on peut toucher une audience choisie qui va faire ce choix de la nuance. Et donc finalement, ce qui est positif, c'est qu'on a toute une frange de la population qui va aimer rentrer dans les sujets. Et également, mais ça c'est comme toujours, hein, que pour avoir de la confiance, il faut de la transparence. Et je pense que le monde agricole est en train de faire cette action. Ça c'est vrai. Donner de la transparence sur les pratiques agricoles, donner de la transparence sur les problématiques, sur les forces et les limites de certains modèles. Et que pour se communiquer, eh bien, il faut parler vrai et ne pas avoir peur aussi de se délivrer dans ses forces et dans ses faiblesses au sein de son exploitation. Voilà, si cet épisode vous a plu, eh bien, abonnez-vous. On a encore, comme toujours, 80% des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est notre seule manière, finalement, de pouvoir vivre et faire vivre ce média. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre épisode.